Juste déjà pour vous dire merci à tous. Merci à tous de m'accueillir. En effet, désolé pour la connexion qui, j'espère, sera quand même suffisante. Donc, merci de m'accueillir. C'est quand même un grand privilège, un grand honneur. Je tenais aussi à remercier tout de même en premier lieu l'association François Petit parce que je parle souvent avec mes collègues des autres maladies. Alors, ils ne sont pas connectés ici, donc j'en profite. Mais c'est vrai que les efforts de l'AFA qui sont effectués, le réseau, le travail au quotidien est assez incroyable. Et je crois aussi, et on arrive dans une ère, par exemple, qu'on peut dire, de recherche participative, une ère de recherche participative qui est très, très importante. Et l'AFA joue un rôle majeur dans l'IHU qu'on a obtenu récemment. Mais je suis impressionné par la passion qui existe pour non seulement améliorer le quotidien des patients, mais aussi aider la recherche avec des investissements qui sont vraiment massifs depuis de nombreuses années. Donc, merci à eux. Je mets juste quelques diapositives, mais je déroulerai assez rapidement. Ça, c'est la photo de la place Stanislas à Nancy où je travaille. Je mets toujours cette photo-là parce que c'est la plus belle partie de la ville. Donc, j'en profite. Donc, on a construit à Nancy, et c'est vrai, un institut, mais il faut savoir que la particularité des Mickey en France, c'est que toute la France est mobilisée. D'ailleurs, moi, je le dis toujours, quand les gens ils regardent sur Google, etc., bon, on va venir vous voir en consultation et tout, je dis, mais attendez, il y a des centres Mickey exceptionnels partout en France. Et c'est pour ça que la France est au firmament de la recherche et du soin sur le plan mondial. C'est vraiment parce que tous les CHU sont mobilisés, et d'ailleurs également le secteur libéral, et on nous l'envie énormément dans le monde entier. Donc, la prise en charge est excellente partout. Je vous mets juste quelques diapositives pour dire qu'il y a eu beaucoup de développement de molécules, mais ça reste encore difficile. C'est-à-dire qu'on a changé le quotidien de nos patients, mais il n'y en a que 1 sur 3 à 1 sur 2 qui sera complètement contrôlé. Donc, gardons ce chiffre en tête, c'est que plus de 50%, plus d'un patient sur deux aura une maladie non contrôlée avec les traitements les plus efficaces. Quand on regarde l'ère des biologiques, elle a débuté il y a maintenant 25 ans. Ça a été une vraie révolution, l'ère des biologiques, donc, qui nécessite une injection sous-cutanée maintenant. Alors, parfois une induction par voie intraveineuse, mais une injection par voie sous-cutanée. Et puis, à l'heure actuelle, il y a les biosimilaires qui sont arrivés. Juste pour vous dire qu'en termes de marché, il y a des investissements et un focus majeur sur les MITI désormais dans le monde entier. Ça touche près de 10 millions dans le monde. Ça reste un des premiers postes de dépenses de santé dans les pays dans les pays les plus touchés, comme la France, bien entendu, tous les pays développés. Et c'est un marché qui est monstrueux. C'est un marché qui est monstrueux. C'est un marché de plusieurs milliards. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a l'oncologie et l'immunologie, si on résume, les deux investissements majeurs, mais l'immunologie a le vent en poupe. Alors ça, je vais passer justement parce qu'on a peut-être pas forcément le temps. Juste pour vous dire que j'aime bien mettre cette diapositive-là pour vous dire que c'est la folie. C'est un véritable feu d'artifice et une explosion depuis quelques années avec des tonnes et des tonnes de molécules qui arrivent. Et enfin, des molécules qu'on peut prendre par la bouche, des molécules qu'on peut prendre par la bouche et qui ont la même efficacité que quand par voie injectable. Donc, c'est ce qu'on appelle les petites molécules. Il y en a plein qui ont eu une AMM récemment et il y en a encore plein qui sont en développement. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de génial. Alors, on a aussi la France qui garde le leadership. Je montre cette étude-là parce que je pense qu'elle est importante. C'est une étude qu'on a faite avec l'AFA et d'autres, qu'on a menée depuis plus de 10 ans, pour dire que maintenant, on fait de la recherche participative. La recherche participative, donc on a besoin de nos patients. Vous savez que c'est le sujet à la mode du gouvernement français et nous y encourage. Si on veut générer des énormes bases de données, on ne peut pas rentrer toutes les données nous-mêmes ou alors avec des attachés de recherche clinique. Le patient doit participer et ça, on a débuté, je vous le mets comme ça, on a eu les premiers résultats présentés il y a 1 ou 2 ans, mais c'est une étude et les premières réunions ont débuté en 2009. Donc c'est quand même un effort assez important et on montrera les premiers très très grands résultats. Là, on a montré les résultats préliminaires dans quelques mois, en 2024, avec une excitation énorme et la planète entière qui attend, comme d'habitude, les résultats de la France. Alors, il y a une recherche très intense. Je mets cette diapositive-là parce que pendant longtemps, j'ai hésité entre l'athlétisme et le sport et la médecine. Mon vieux rêve, c'était d'être prof de gym. Et puis finalement, voilà, là, je me suis lancé dans la médecine et puis les Mickey. Donc j'aime bien les Jeux Olympiques, j'aime bien ces choses-là. Donc j'ai fait une sorte de petit parallèle pour dire que ça arrive de tous les côtés. Il y a plein de molécules. Donc on est super excités.
Vous avez reconnu, Ben Johnson, pour ceux qui sont assez vieux. Il y a eu des molécules qui sont arrivées, qui nous ont fait croire beaucoup de choses, et puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et puis il y a d'autres molécules, dont la référence, comme le roi Carl Lewis, l'infliximab, qui reste 25 ans plus tard une molécule majeure. Mais voilà, notre portfolio enfin s'enrichit comme chez nos amis rhumatologues. Alors, le gros sujet à la mode, c'est l'association. Donc, comme on n'arrive pas à percer le plafond de verre en termes d'efficacité, on combine et on combine. Alors, on a eu peur quand les gens ont dit on va combiner des biothérapies. Tout le monde était en panique en disant on va peut-être tuer les patients. Et puis là, c'est le sujet chaud du moment, avec plein d'études super excitantes qui sont sorties récemment. C'est le gros sujet chaud, c'est associer nos traitements les plus efficaces. Un des sujets chauds aussi, et on a du mal, bon, on va pas se voiler la face, c'est peut-être un des domaines dans lequel on a le plus échoué, c'est la médecine de précision. Donc la médecine de précision, c'est un vieux rêve. On l'a fait en oncologie. En oncologie, ça marche super bien. Le problème qu'on a dans les Mickey, c'est que ces maladies inflammatoires-là, il y a une hétérogénéité qui est énorme. Une hétérogénéité qui est énormissime, qui fait qu'on a du mal à tout prédire. Et c'est notre gros challenge dans les Mickey, c'est de prédire. Alors voilà, c'est le schéma pour vous dire, un schéma assez classique sur la médecine de précision. On fait de l'approche multi-omics, toutes ces choses-là dont vous avez peut-être entendu parler. On veut savoir quelle drogue pour quel patient. Ça reste très difficile et pour l'instant, même s'il commence à y avoir des premiers résultats préliminaires, on a investi des tonnes d'argent et pour l'instant, on a raté la cible. On a raté la cible, mais il y a des espoirs qui arrivent et on est obligé de faire un reset, de repenser, de réfléchir tout ce qui existe au niveau des Mickey. Et qu'est-ce qu'il en est? On est en train de tout combiner. Donc, on est en train de prendre la génétique, le microbiote. Je suppose que pour ceux qui sont connectés, le microbiote est quelque chose de majeur, tout le monde nous en parle. Note 2, d'ailleurs, et Anne pourra commenter, qui a été le premier gène de susceptibilité des Mickey, qui a été identifié, tenez-vous bien, par un effort académique français, je n'étais pas du tout de la partie à cette époque-là, et également en coordination avec l'AFA, qui a participé donc à cette publication dans Nature, pour vous dire le niveau des choses, une révolution mondiale qui a été initiée par un partenariat académique avec l'AFA. Il y a le microbiote, bien entendu. Alors, le microbiote, on le met à toutes les sauces. On pense qu'il est responsable de tout, de la couleur de ses vêtements, de la façon dont on se couche, de la façon dont on boit, de la façon dont on marche. Bon, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il y a une recherche active. Et là encore, Cocorico, la France est vraiment leader au niveau mondial sur le microbiote. Et là encore, l'AFA y participe grandement. Et puis, il y a l'autre chose, c'est le sujet du moment, c'est le gros sujet du moment, c'est aller au-delà des médicaments. Et aller au-delà des médicaments, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'exposome, l'environnement et l'épigénétique. Notre intestin est agressé tous les jours, nuit et jour, quand vous faites des choses, moi y compris, j'étais encore hier soir au McDonald's, et quand on fait toutes ces choses-là, on agresse notre intestin. Et parfois, il n'en peut plus. Notre intestin, il explose parce qu'il a ce tabac, on ne fait pas de sport, on va au McDonald's, on fait n'importe quoi, on n'a pas une activité physique suffisante, notre intestin, au bout d'un moment, il explose. Et quand il explose, qu'est-ce qui se passe? Il va développer une maladie inflammatoire chronique intestinale. Alors, ça, c'est juste pour vous dire, j'aime bien cette diapositive-là parce que c'est pour vous dire la complexité des Mickey. C'est très, 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 très compliqué. Il y a de multiples cibles et c'est notre énorme challenge. Et pour la première fois, ce qu'on veut faire, grâce à des efforts européens et mondiaux, on s'y est tous mis, c'est mettre dans un panier tous les acteurs des Mickey sur le plan moléculaire et essayer de trouver l'endroit où il faut taper fort pour arrêter la maladie. On n'y est pas encore, donc pour l'instant on tape à plusieurs endroits comme on peut, mais ce qu'on voudrait, c'est avoir une vue globale de tous les mécanismes pour pouvoir arrêter le mauvais mécanisme et celui qui cause peut-être la maladie, même si, contrairement à l'hépatite C ou d'autres, on sait très bien qu'il y a plusieurs acteurs qu'il va falloir bloquer. Alors, les IMID, c'est maladies inflammatoires chroniques intestinales, maladies inflammatoires chroniques, pardon, c'est les Mickey et d'autres. La vie est compliquée, quoi. Donc, les Mickey, c'est très, très, très compliqué. La physiopathologie est compliquée. Donc, actuellement, il y a des efforts collaboratifs. Il y a eu un call de l'AFA récemment qui est assez extraordinaire, qui encore prend le lead au niveau international. La première association de patients qui demande à ce que des chercheurs déposent des projets très ambitieux sur l'environnement et les Mickey.
un call qui est en cours, donc je ne peux pas en parler, mais c'est assez remarquable parce qu'il y a eu énormément d'argent investi pour la recherche et encore une fois, ça vient de l'AFA qui est en train d'avoir un leadership là-dessus. L'intelligence artificielle, je suis obligé d'en dire un mot parce que sinon vous allez me dire que je n'ai pas été exhaustif. L'intelligence artificielle, c'est très très important, mais je crois qu'il y a deux choses dans l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle où on met des données, on fait des algorithmes. Bon, ça, on va y arriver, mais ce n'est pas très, très excitant en tant que chercheur. Et puis, il y a l'intelligence artificielle, celle qui est très excitante, qui va nous permettre d'identifier des nouvelles voies auxquelles l'homme n'a pas pensé. Donc, soit on met des données et on lui dit, fais-nous un algorithme pour savoir quand il y a une poussée. Option 1, ça c'est faisable par beaucoup de monde. Et puis, il y a l'autre chose, on met les données dans le panier et puis il nous dit, ah, regardez, il y a peut-être quelque chose ici, ici. Et ça, moi, je trouve ça, enfin, en tout cas, ça m'excite beaucoup. Alors, la précision de médecine, je mettais cet article-là parce que c'était assez marrant. C'était, pour ceux qui connaissent, publié dans le plus grand journal au monde, le New England, où on voyait Barack Obama qui disait « Moi, j'investis dans la précision de médecine pour guérir les maladies complexes telles que le cancer, le diabète. » Et il parlait plus tard des maladies inflammatoires. Donc, il faut qu'on continue. On peut y arriver. La France peut y arriver. Mais encore une fois, si on n'a pas le patient qui est partie prenante de toute cette recherche, ça sera impossible. La médecine de précision, ça commence à bouger, et on a les premières études qui sont publiées qui permettent de prédire l'efficacité du traitement. Donc ça, c'est complètement génial. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, c'est traiter que ceux qui vont répondre et en fait ne pas traiter ceux qui ne répondront pas. Ça a aussi des impacts sociétaux, économiques. C'est ce qui est demandé par les assurances et par les gouvernements. Arrêtez de traiter tout le monde. Nous, pour l'instant, on est obligé de traiter tout le monde et de voir s'il répond ou pas. Et bien là, depuis 6 ans, ça explose. On a des résultats positifs, robustes, super intéressants, où on peut peut-être prédire, mais c'est encore un petit peu loin de la clinique, pour être honnête. Alors, le dernier challenge, et ça sera la dernière partie, et on aura fini, notre dernier challenge, c'est cette diapositive-là. On est très ambitieux dans les Mickey, on est devenu très ambitieux, on s'est emballé, on est excité, on est dans un état incroyable. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a envie d'obtenir des objectifs exceptionnels. Cicatriser la muqueuse, cicatriser l'intestin, qu'il n'y ait plus rien, plus de symptômes, un intestin normal et que le patient reprenne une vie normale. C'est ça notre objectif thérapeutique ultime. Et ben regardez, avec les traitements les plus puissants, les stratégies les plus puissantes, les choses les plus fantastiques, vous allez pouvoir cicatriser l'intestin dans un seul cas sur 5. Donc, cette étude nous a beaucoup fait réfléchir en disant on était très content de nous, en tant que chercheurs, on était très satisfaits, en disant ça fait 20 ans, on a fait des progrès énormes, mais il y a encore énormément de choses à faire. Et c'est pour ça qu'il y a une telle excitation sur le plan national et international et de tels investissements, puisqu'on sait qu'on peut y arriver maintenant avec toutes les cartes. L'autre chose, mais ça, je dirais juste un tout petit mot, c'est que nous, on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais. Dans la maladie de Crohn, on sait que l'intestin est malade, et ben maintenant on s'est rendu compte que même au-delà de l'intestin, même quand l'intestin va bien, et ben il peut être encore détruit. C'est la particularité de la maladie de Crohn, et ça c'est le sujet chaud du moment. Tout le monde ne parle que de ça. C'est aller cicatriser au-delà de la muqueuse. Nous, je vous ai montré, on était déjà très très inquiets en disant waouh, cicatriser la muqueuse chez tout le monde, on n'y arrivera jamais. Et il y en a qui ont montré de manière très élégante que même quand vous cicatrisez la muqueuse, ça ne suffit pas. Il faut aller cicatriser toute la paroi de l'intestin. Donc ça n'arrête jamais, il y a un emballement des objectifs et des molécules, mais voilà, on continue à réfléchir et à essayer d'avancer en tant que chercheur. Donc, au niveau de l'histologie, je vais passer, ce n'est pas forcément le but, mais ce qu'on voudrait et notre rêve pour le futur, c'est ce qu'on appelle un peu le disease clearance en anglais, c'est enlever toute la maladie, peut-être même jusqu'à un niveau histologique, au microscope, jusqu'à un niveau moléculaire, faire que l'intestin redevienne normal pour que le patient puisse reprendre sa vie normale. Donc, ce sont des objectifs qu'on discute à l'heure actuelle, qui sont super intéressants, et il y a une recherche hyper active dans ce domaine qui nous montre qu'on peut peut-être y arriver avec des nouveaux traitements. Et puis la dernière chose, c'est le suivi des patients à domicile. Nous, on voit les patients tous les 6 mois, ça ne suffit pas. Donc, on est en train de mettre en place, comme dans le diabète et d'autres, des suivis à domicile avec une calprotectine fécale et d'autres techniques. On prend des selles, on fait un petit test, et puis on nous dit si le patient a une poussée ou pas. Et à ce moment-là, il est convoqué tout de suite pour débuter un nouveau traitement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez génial pour nos patients. Donc, pour résumer, ce qu'on essaye de faire, nous, il y a 3 étapes. On essaye d'abord d'enlever l'inflammation.
Ensuite, on essaye d'obtenir une rémission. Et puis après, on essaye de changer l'histoire de la maladie, de changer l'histoire du patient. Et ça, c'est clair que maintenant, on y arrive un petit peu. L'endoscopie va diminuer. Ça, c'est clair. Nous, on veut suivre les patients à domicile avec des tests non invasifs tels que la calprotectine fécale. Le patient veut qu'il reste à la maison. En anglais, c'est un gros concept dont on parle beaucoup, qui est le IBD goes home, donc c'est-à-dire les patients Mickey retournent et restent à la maison. C'est une partie d'ailleurs du projet d'IHU. Quelle est la cible? On ne sait pas encore trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on veut que le traitement soit tailoré, soit adapté à chaque patient et plus au moléculaire. Il faut qu'on arrête de penser que le moléculaire résoudra tout. Ça fait partie du projet, mais on doit traiter chaque patient différemment. Un sujet âgé, un sujet jeune, un sujet autre, pour avoir un objectif ultime qui est quoi? Qui est notre seul objectif. Ce n'est pas une CRP normale, ce n'est pas un intestin normal, mais c'est que les patients reprennent une vie socio-professionnelle telle qu'ils l'avaient avant la maladie, ou alors, si c'était il y a 10-15 ans, bien entendu, ça a changé leur maladie. Mais l'AFA a beaucoup travaillé dessus, là, notamment, mais qui puissent en tout cas réaliser leurs rêves et faire tout ce qu'ils ont envie de faire sur le plan personnel et professionnel. Voilà, je vous remercie. C'était une vue un petit peu rapide, mais pour... Merci beaucoup Laurent. C'est vrai que il y a une espèce de grand panorama. Moi, mais après, je vous laisserai la parole parce que c'est important aussi de vous laisser la parole. Bon, en tant que directrice de cette association, moi, ce qui m'importe, en fait, c'est effectivement le mot ambition. Parce que je crois qu'effectivement, et c'est ce qui a été très bien dit, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées et de progrès, en fait, hein, en termes de thérapeutique, en termes de prise en charge, mais que comme c'est des maladies qui sont ultra complexes, il y a encore beaucoup de travail. Et il y a tout un pan, finalement, à la fois de recherche qui n'a pas encore été vraiment exploré. Et en effet, je pense, et je suis complètement d'accord avec ça, la question environnementale, elle est fondamentale. Et puis, il y a aussi tout un pan de prise en charge et de stratégie, de savoir comment on utilise les médicaments qui sont maintenant des médicaments qui sont quand même relativement efficaces, mais pas chez tout le monde. Alors, quand vous dites ne pas traiter tout le monde, c'est-à-dire ne pas traiter tout le monde avec le médicament, mais avec juste le médicament pour le bon médicament, pour le bon patient, c'est-à-dire celui qu'on va donner, pour lequel on sait qu'il sera efficace, elle est 80-90% chez ce patient. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est vraiment de préciser mieux en fait la prise en charge. Donc, à la fois l'ambition dans la recherche et l'ambition dans la prise en charge, avec ce que vous disiez aussi, ce suivi serré de la maladie, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes soient contrôlées quand même dans leur maladie en dehors de ces consultations tous les 6 mois. Donc c'est vrai que je trouve le programme est ambitieux, mais en même temps c'est bien c'est bien d'être ambitieux. Faut pas être trop ambitieux dans le sens irréaliste, mais je pense que là le programme me semble assez réaliste. Alors après, c'est une question de temps, hein, je ne sais pas combien tout ça, tout ça prend du temps. Vous le disiez notamment sur iCare, etc., 9 ans pour avoir un certain nombre de résultats. Donc je pense que pour accélérer, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui serait facilitateur en fait en termes d'accélération? Moi, je pense que ce qui est important, c'est de travailler ensemble. Non, mais c'est très important et la France est en cela un modèle. Il y a des expertises partout, des gens qui pensent différemment de partout. Il faut vraiment que les différents acteurs arrivent à travailler ensemble. Ça, c'est vraiment majeur. Les chercheurs, ceux chez la souris, les spécialistes de l'environnement, les médecins. En fait, il faut qu'on arrête la recherche complètement détachée du patient, qui est très loin, qui est uniquement chez la souris au niveau moléculaire, sans retomber chez le patient. Elle est nécessaire, mais pas indispensable. Donc, il faut que tous les acteurs arrivent à travailler ensemble. Je dirais que on a besoin de moyens financiers, mais des moyens financiers, comment dire, j'aime pas quand on inonde pour inonder. C'est des moyens financiers sur des projets précis, réalistes, bien faits, et ça, la FAD l'a compris depuis très longtemps. C'est pour ça que ça a marché. Donc, des financements, mais encore une fois, vraiment dédiés sur des choses qui vont aboutir ou très probablement aboutir. C'est vraiment ça le challenge. Demander juste de l'argent comme ça et autres sans demander de retour ou sans demander de certaines réalisations, c'est plus acceptable. Je cite toujours cet exemple, c'est que, par exemple, partout dans le monde, quand il va y avoir un soutien financier, on va faire au bout d'un moment un petit rapport, informer les gens, en discuter. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours fait, et ça permet pour garder tous les investisseurs motivés, il faut absolument qu'on leur redonne, qu'on y ait une rétribution des données aux investisseurs et aux patients, parce qu'ils doivent savoir ce qui s'est passé. Communiquer les résultats, et puis le reste, après, je crois qu'il faut un mix entre créativité
si je puis dire, même innovation et folie, et puis, des projets un peu plus standards dont on a encore besoin, quoi. Mais bon, ça va dans le bon sens, hein, c'est juste qu'il faut qu'on accélère vraiment les choses, quoi, maintenant. Et en termes de justement rapprocher la recherche et le soin et les patients, parce que je crois que ça, c'est vraiment effectivement une clé. Là, il y a plusieurs questions dans le chat. Bon, on peut imaginer que c'est quand même l'aspect un peu programmatique de l'IHU, donc dans lequel on est partenaire avec vous à Nancy. Finalement, ce serait quand même cet objectif, c'est de rapprocher la recherche du soin et la collaboration des patients. Oui, exactement. Il faut un guichet unique. Il faut un guichet unique, donc c'est le but de l'IHU, c'est un bâtiment dédié avec un guichet unique. Il y aura tous les infirmières, moi j'essaie déjà de le faire depuis quelques années. Le patient arrivera, il verra l'infirmière, on fera des prélèvements, les prélèvements biologiques seront envoyés pour analyse. Dès qu'il a fini ses prélèvements biologiques, eh ben, on met en place la clinique virtuelle avec le suivi à domicile du patient, fait par une infirmière, via des applications diverses et variées qui sont en train d'être développées. Et le but aussi qui est très important, c'est que ça soit pareil sur tout le territoire. Je regarde les questions en même temps dans le chat. C'est-à-dire qu'on va créer le premier, et ça c'était une idée un peu folle qui a beaucoup plu au niveau, au niveau du plus haut sommet de l'État, c'était, moi je voulais qu'on crée des IIHU, c'est-à-dire que même si l'Office du tourisme de Nancy n'était pas d'accord avec moi, je ne veux pas que tous les patients viennent à Nancy pour se faire traiter pour leur Mickey. Il y a des bons médecins partout en France et partout dans le monde. Donc nous, on va les aider, les piloter, les accompagner de façon virtuelle. On peut le faire maintenant avec les moyens. Et on n'a pas besoin de voir tout le temps les patients en consultation pour donner un avis, par exemple. Donc les gens vont pouvoir bénéficier de l'IHU où qu'ils se trouvent en France. Et même si Nancy est une ville extraordinaire, ils n'auront pas besoin de venir tout le temps à Nancy pour demander un avis. Ça, j'y tiens quand même beaucoup. Je ne veux pas qu'il y ait que les gens disent ah mais non, mais il faut aller uniquement à Nancy pour se faire bien traiter. Je pense que enfin, j'aime pas cette philosophie-là, quoi. Donc voilà. Alors, il y a aussi évidemment les recherches sur le microbiote. Là, je vois par exemple dans le chat, mais vous pouvez prendre aussi la parole si vous souhaitez lever la Oui, main. oui. Ah oui, oui, oui. Donc, sur les avancées notamment du microbiote, et évidemment, il y a beaucoup de questions quand on a souvent Harry Sokol dans des webinars sur la transplantation fécale. Donc, c'est vrai que ce sont des questions qu'on a très souvent sur l'intérêt de la transplantation, ou en tout cas, je pense que le microbiote est aussi un pan de recherche qui est très, très important. Nous, par exemple, à la FAS, c'est vraiment des financements qu'on a voulu assez importants sur le microbiote parce que c'est vrai que c'est un pan de recherche assez incroyable, en fait. C'est extraordinaire et on a la chance d'avoir des chercheurs extraordinaires en France sur ce sujet-là. Donc ça, c'est d'autant plus génial. Il faut bien l'analyser. Disons qu'on a fini la décennie où on regardait juste le microbiote en disant bah, comment il est le microbiote et puis c'est tout. Maintenant, on commence à avoir des approches plus ciblées. Quel microbiote est associé à quoi? Est-ce que le microbiote, il donne des rétrécissements? Est-ce que le microbiote, il donne des trous dans l'intestin? Est-ce que le microbiote, il permet de prédire la réponse au traitement? Est-ce que le microbiote, il est influencé par la nutrition? Donc maintenant, on est sur des questions précises et ciblées qui vont pouvoir nous dire comment manipuler le microbiote pour que le patient aille bien. Puisqu'il y a cet effet caca d'or hein, que tout le monde connaît, c'est qu'il y a parmi nous des gens qui ont un caca qui vaut des milliards, puisque dans certaines études, il y avait certaines personnes qui ont réussi à guérir tous les autres patients. C'est des histoires folles, hein, mais il y avait par exemple dans un essai clinique, un patient, quand il donnait ses selles, tous les patients étaient systématiquement guéris. Alors, voilà, c'est des choses à investiguer. Quel microbiote transplanter? Quel patient? Prendre le microbiote à qui? À son voisin? À un autre? Est-ce qu'il faut l'analyser avant et puis le faire? Je sais qu'aux États-Unis, il y en a qui le font entre voisins de palier, ils se l'administrent, etc. Bon, je ne le recommande pas, mais il faut en fait avoir des approches ciblées sur le microbiote, identifier le bon microbiote et à ce moment-là pouvoir l'administrer. Mais des résultats peuvent être fantastiques, hein, honnêtement. Hein, dans la rectocolite hémorragique notamment, on a des beaux résultats. Hein. Il y a vraiment des beaux résultats. Laurent, j'ai des questions qui sont un peu globales. Alors, je m'adresse en fait à vous en vous disant qu'on ne peut pas répondre aux situations individuelles des personnes. En tout cas, je vois certaines voilà, questions qui sont relativement personnelles. Par contre, je veux bien poser une question générale parce que il y a plusieurs questions sur le chat là-dessus. Bon, en fait, on parle beaucoup des traitements. Hein, donc, vous disiez les biothérapies. Donc, c'est plusieurs biothérapies combinées ensemble pour venir à bout de l'inflammation. Est-ce qu'on sait aussi, est-ce qu'on connaît les effets indésirables de ces traitements? On cherche à comment les utiliser et notamment
plusieurs questions sur le lien entre les biothérapies et le cancer à long terme. Oui, alors je dirais qu'il y a plusieurs classes de traitements. Il y a les vieux traitements, il y a les traitements actuels et il y a les traitements actuels et futurs. Sur les vieux traitements, donc l'azathiopryne et l'Immurel et tous ces médicaments-là, on connaît maintenant bien leur profil de sécurité grâce à l'étude Sésame qui avait été pilotée notamment par le professeur Baugerie. On sait qu'il y a un petit surrisque de cancer très nettement au niveau de la peau et du lymphome notamment. C'est pour ça que l'Immurel a été un peu moins prescrit les dernières années, mais c'est à discuter avec votre gastro. C'est pas parce vous avez quelqu'un de votre entourage qui est aux Immurel qu'il faut l'arrêter ce soir. C'est au cas par cas. Après, il y a toutes les biothérapies. Alors, toutes les biothérapies, maintenant, on connaît enfin bien leur profil. Alors, Icar va nous dire l'an prochain, voilà les chiffres précis, mais on commence à bien les connaître. Donc, il y a énormément de traitements bien tolérés, comme le vedolizumab, l'ustekinumab. Ça, c'est des tolérances qui sont exceptionnelles, l'antivio et le Stellara. Il y a les anti-TNF qui ont une super tolérance depuis très longtemps, qui augmentent juste un petit peu les infections et un petit peu certains cancers de la peau. Et puis, le gros débat actuel, c'est plutôt les médicaments par la bouche qui arrivent. Et ces médicaments par la bouche qui arrivent, là, par contre, on est au début, donc on connaît beaucoup moins leur profil de sécurité. Ça sera l'étude ICAR 2, d'ailleurs, qui a débuté. Mais les molécules par la bouche, telles que les anti-JAK, dont vous avez peut-être entendu parler, les modulateurs de S1P, le Xeljanz, Giseleka, le Rinvoq, toutes ces molécules-là, on a encore besoin d'énormément apprendre. Mais je dirais que sur les biothérapies, aïe, on y est presque, on connaît vraiment bien leur tolérance. Pour toutes les biothérapies, globalement, la tolérance est vraiment très bonne, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que c'est pas parce que ce sont des traitements par voie orale qu'ils ont moins d'effets secondaires, ils sont relativement puissants, hein. Les petites molécules sont relativement puissantes en fait, hein. Exactement, avec une efficacité qui est celle des biothérapies, hein. C'est pour ça que ça excite beaucoup les patients, hein, en disant, mais moi, par la voie orale, je peux avoir l'efficacité des biothérapies, mais attention, c'est plus compliqué que ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas si simple. Parce qu'il y a des études qui ont montré, et ça c'était génial, que entre faire une injection sous-cutanée tous les 2 à 3 mois ou prendre un ou deux comprimés tous les jours à vie, parfois les patients préfèrent avoir une petite injection sous-cutanée avec un stylo tous les 2 à 3 mois que de prendre plusieurs cachets ou un cachet tous les jours. Ce qui se comprend, hein. Donc en fait, le patient est content quand on lui dit c'est par la bouche, mais après quand on lui dit c'est par la bouche tous les jours à vie et qu'il ne faudra pas louper, parfois, il préfère dire bah, moi, des fois, j'aurai une petite injection sous-cutanée tous les 2 mois, puis pendant 2 mois, je suis tranquille. Donc, c'est pas blanc et noir. C'est plus compliqué que ça, même si la voix orale excite beaucoup les gens, hein. Et alors, il y a quand même une question, moi je trouve toujours intéressante parce que quand on parle de traitement et de nouveautés, c'est vrai que on parle pas beaucoup de la chirurgie. Est-ce que la chirurgie a encore une place finalement dans les métiers, notamment dans la maladie de Crohn? Est-ce qu'on a avancé aussi peut-être sur des techniques qui sont moins invasives pour les patients et est-ce que ça a encore enfin, est-ce qu'on pense que ça peut être efficace, notamment chez certains Ouais. patients? Oui, c'est une excellente question. C'est vrai que traditionnellement, nous, en tant que médecins, c'est pas qu'on est contre les chirurgiens. Mais on se dit toujours, si on peut ne pas se faire opérer, c'est mieux. Bon, tout ça, ça a changé. La chirurgie est une arme thérapeutique comme une autre. Ce qu'il faut, c'est bien l'utiliser. Donc, les indications sont de plus en plus ciblées, la chirurgie de moins en moins invasive. Quand on peut, dans l'immense majorité des cas, même dans des situations difficiles, ça se fait par voie celluloscopique, vous savez, par les petits trous à travers la peau, etc. Il y a même des discussions au niveau international pour faire certaines opérations par le robot. Et pour l'instant, c'est très préliminaire. Mais en tout cas, on peut le faire en faisant de la celluloscopie. Et même, il y en a qui ont inventé maintenant avec un seul trou de celluloscopie. Donc là, toutes les jeunes générations s'y sont mises. Donc c'est beaucoup moins invasif. C'est des opérations maintenant qui sont ciblées. Avant, on enlevait tout ce qui était malade. Ce qui a changé depuis quelques années, ça, c'est une révolution, hein. On enlève que ce qui est détruit. Avant, on enlevait tout, donc l'inflammation, ce qui était détruit, les sténoses, les fistules. Maintenant, on n'enlève que la partie qui est détruite et le reste, on le traite avec une biothérapie pour enlever l'inflammation. Donc en fait, on a ce qu'on appelle, c'est peut-être un peu compliqué, mais une sorte d'épargne intestinale, c'est-à-dire qu'on garde plus d'intestin maintenant qu'avant, on enlève moins d'intestin. Et ce qui est bien pour le patient, parce que l'intestin, notamment le petit intestin, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qu'on doit préserver. Le gros intestin, on peut vivre sans le gros intestin, bien entendu, mais en tout cas, la chirurgie, ce qu'il faut, c'est bien peser le pour et le contre. Et on est vraiment dans des approches de chirurgie personnalisées au cas par cas. Et je crois vraiment, enfin, si je puis me permettre, que
il faut vraiment les. Moi, je le dis toujours et je comprends les patients, hein, c'est que quand il y a une indication chirurgicale qui t'a demandé un second avis, ne le faites pas systématiquement, mais il faut quand même des centres qui ont l'habitude. Honnêtement, quand on décide la chirurgie, il faut qu'il y ait des centres qui ont l'habitude, qui prennent cette décision-là. Ça a été très clairement montré. Quand on n'opère que quelques maladies de Crohn par an ou quelques RCH par an, eh ben on le fait moins bien, quoi. Donc, Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui voudrait poser directement une question à Laurent Perrin-Biroulet? Allez, soyez pas timide. vous pouvez y Moi, aller. je veux bien. Si je ne peux pas Ah, répondre, je ne peux pas répondre, hein. Oui, vous m'entendez là? Très bien. oui. Oui, une question sur les probiotiques et toutes ces médecines un petit peu douces. Est-ce qu'il ne serait pas indiqué, en plus des traitements plus classiques, de doubler ça par quelques probiotiques ou autres? Comment dire? Euh, pour l'instant, les probiotiques, il n'y a pas de preuve formelle de leur efficacité dans les Mickey. Voilà, si on le résume un petit peu comme ça. Donc, il y a 10 ans, quand j'étais un peu plus jeune, forcément, je me contentais de cette réponse-là. Et puis maintenant, quand on prend de plus en plus d'expérience et d'expertise, il y a des patients qui ont envie de faire cette expérience-là, de voir ce qui se passe. Il faut faire très attention à toujours bloquer les patients en leur disant ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce que ça leur donne d'autant plus envie. Je les comprends. Et ils ont envie d'enseigner. On a l'impression qu'on leur empêche quelque chose et qu'on les force à avoir une biothérapie, alors qu'il y a des probiotiques. C'est pas ça. C'est pas du tout ça, honnêtement, hein. Mais pour l'instant, voilà, honnêtement, il n'y a pas de place définie des biothérapies avec une efficacité prouvée dans les Mickey. Après, il y en a qui ont besoin de faire leur essai, de voir ce qui se passe, quoi. On a quelques patients, des fois que ça peut. Mais un peu, je pense que Anne, au niveau de la foi, a ces questions-là fréquemment aussi, hein. Ouais, tout à fait. Et j'enchaîne parce il y a quelques questions justement sur la prise en charge globale et intégrative des personnes. Je pense que ça, c'est ce que les personnes recherchent aussi le plus, c'est-à-dire que, et c'est moi en tout cas ce que je dis très souvent, c'est que le traitement c'est bien, mais si on peut augmenter le traitement par des thérapies complémentaires, par une prise en charge globale qui s'intéresse aussi un peu aux effets collatéraux de la maladie, que sont la fatigue, que sont parfois la douleur, même au moment des rémissions. Je pense que ça, c'est vraiment important aussi de prendre en considération et d'aller vers plus de médecine intégrative. Alors, on pose des questions pour savoir ce qu'il existe des centres de médecine intégrative Paris ou ailleurs. à Paris ou ailleurs. En tout cas, des façons de gérer le stress, l'anxiété, la fatigue. Donc, nous, à la fin, on fait beaucoup d'accompagnement en ce sens, surtout dans des ateliers en e-accompagnement avec des sophrologues, des hypnothérapeutes, et ça marche vraiment. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de l'AFA pour aller voir un petit peu le programme qui est vraiment, enfin, qui a beaucoup, beaucoup de succès. Mais c'est vrai que dans la prise en charge, ça manque quand même un petit peu de prise en charge globale, en fait, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurent, mais aujourd'hui, il y a Ouais, quand même des patients alors, de ne pas que traiter l'intestin. ouais, alors chacun fait un petit peu comme il peut. Il y en a qui font plus de la psychologie, des centres qui font plus de nutrition. Moi, tu me connais, j'aime pas trop dire, j'aime pas trop mettre en avant si tu un centre ou autre, parce que je pense que honnêtement, on est très très chanceux en France et que dans toutes les régions de France, il y a des mix exceptionnels. Honnêtement, hein. Euh, Ça commence à bouger. Ça commence à bouger partout. Nous, c'est un des gros projets de l'IHU. Donc voilà, bon, je ferai une fois le truc, mais c'est pas encore tout à fait mis en place. Il y a des centres à Paris qui s'y mettent aussi. On est tous conscients de ça, qu'il faut aller au-delà des médicaments, que le médicament ne suffit pas. Ça, c'est clair et net. Le médicament ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Parfois, moi, je raconte toujours cette histoire débile, hein, qu'un patient, j'étais tout content, je l'avais mis sous biothérapie, puis il allait mieux, tout ça. Puis un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous mangez au quotidien? Il me dit, bah, je raconte toujours cette histoire parce qu'elle m'a tellement choqué. Bah, ça fait 11 ans que je mange des pâtes. Je lui dis, ah oui, d'accord, super. Je lui dis, mais en fait, vous pouvez manger normalement maintenant. Je l'ai revu 6 mois après. Alors, il a fait venir sa femme, hein, parce que sa femme n'y croyait pas. Elle cuisinait depuis 11 ans des pâtes avec toutes les recettes du monde entier. Et quand je l'ai vu 6 mois plus tard, elle m'a dit, mais vous m'avez permis de remanger des pâtes, de remanger normalement, de ressortir avec mes copains. Et en termes de handicap fonctionnel et de maladie, j'avais plus changé sa vie qu'avec la biothérapie. Ce qu'il faudrait, c'est offrir le portfolio aux patients. Mais l'activité
L'activité physique est importante, la nutrition est importante, l'arrêt du tabac est importante, le sommeil c'est majeur, le sommeil. Il y a le stress, alors le stress, il faut le prendre comme il est. Le stress ne guérit pas et ne, c'est pas lui qui cause les Mickey, mais un patient qui peut vivre avec son stress ou autre, c'est génial. Mais les psychologues, il faut aussi que le patient soit prêt et envie. Donc voilà, alors vous dire qu'il y a un centre à l'heure actuelle en France qui fait tout ça de façon très professionnelle, très bien organisée. Pour être honnête, la réponse est non. Moi, je vois deux réponses à ça. Je vois l'AFA qui a comment dire, l'AFA qui a des programmes comme ça à différents niveaux qui sont mis en place via des plateformes ou autres. Voilà, donc moi, je renvoie souvent à l'AFA. Il y a le projet d'IHU qui est en train de se monter, puis tous mes collègues en France qui sont en train de monter là-dessus, ce qu'on essaye aussi de montrer, même si pour moi, ce n'est pas le plus important, parce que nous, on est un peu des rationalistes. Donc, ce qu'on essaie, c'est de faire des études pour dire si on fait cette prise en charge intégrative non médicamenteuse, ça va aider la maladie. Mais en fait, moi, je pense qu'on se trompe, hein, c'est entre vous et moi. Je pense que ce qu'il faut, c'est aider le patient. Et aider le patient, je ne sais pas s'il faut faire 10 essais randomisés contrôlés pour ça. Quand le patient il va mieux, il est content. Donc voilà, ça se fait un peu de manière artisanale, mais il y a l'AFA qui a montré plein de programmes comme ça. Il y a des programmes d'activité physique partout, d'activité physique adaptée qui se montent un peu partout. Voilà quoi. Anne a peut-être probablement une réponse aussi là-dessus, parce que vous avez Ouais, pas moi, mal ce de que je choses. pense, et on avait travaillé quand même là-dessus beaucoup aussi tu te souviens, sur un questionnaire, en fait, un questionnaire pour déjà mettre en avant l'impact de la maladie dans le quotidien des personnes, notamment lié à la fatigue, à l'anxiété, à l'appréhension. On est sorti quand même des grosses données là-dessus. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que finalement, dans la prise en charge, on finisse par prendre conscience qu'il faut aussi traiter ces problèmes-là. Alors, on n'a pas toutes les solutions tout de suite, mais c'est vraiment important de penser qu'il faut mettre en place, et je pense que c'est en train de se mettre en place de plus en plus, ce type de prise en charge qui est une prise en charge globale, intégrative, personnalisée. C'est-à-dire que les gens, ils n'aiment pas tous la même activité physique, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir je sais pas, de l'hypnothérapie, etc. Mais je pense réellement que ce qui est important, c'est au moins une prise de conscience de la part des professionnels de santé qu'il faut aujourd'hui prendre en charge ces problématiques parce que il y a un réel impact de la maladie au quotidien. Donc ça, Par exemple, ouais, non, je suis d'accord. Il y a un bon exemple, je vois dans le chat, c'est la fatigue. La oui. fatigue, je suis content parce que quand il manque du fer, ben moi je saute au plafond, je dis ah ben je vais pouvoir leur faire une perfusion de fer et les améliorer, c'est génial. Mais quand le fer est normal, je suis un peu plus embêté. Ben, par exemple, la fatigue, nous maintenant, moi je refais on fait de l'activité physique adaptée avec c'est pas moi, hein, bon, je pourrais y aller aussi, hein, y a pas de, j'en ai besoin aussi, mais c'est l'équipe du professeur Mathias Poussel au CHU de Nancy qui fait ça très bien, qui est un ancien très grand sportif de très haut niveau et qui a monté pas mal de choses, puis en plus que je trouve qui est très sympa. Mais on est en train de monter ça, quoi. C'est un des moyens de lutter. Mais moi, je me bats. Moi, c'est vrai qu'avant, je me battais pour que l'intestin aille bien. C'est vrai que maintenant, je me bats à tous les niveaux, quoi. Le patient qui a une fatigue, c'est pas normal. Il faut essayer de faire quelque chose. Donc voilà. Mais ce que Et Diane, on va pas te garder trop longtemps parce que en fait là je vois qu'il est déjà 48, je sais pas à quelle heure l'avion décolle. Juste quand même, il y a quelques questions sur la calprotectine et moi je trouve que c'est vraiment important. Pour l'instant, il y a quand même une inégalité d'accès à ce traitement qui n'est pas remboursé, je le rappelle, en ville. Et croyez-moi, et croyez bien que on fait quand même tous les efforts de lobbying pour essayer que cet examen soit remboursé. Et je pense qu'on est en passe de réussir. Mais ça, je peux pas trop m'avancer encore. Je pense qu'en ouais. 2024, j'espère on aura des résultats. Est-ce que la calprotectine, est-ce que c'est finalement un examen fiable en termes d'élévation et est-ce que ça peut remplacer une coloscopie, voilà, une coloscopie ou une ou deux coloscopies par an ou tous les 2 ans, en tout cas faire des calpros plutôt que des Ouais. coloscopies? C'est extraordinaire la calprotectine fécale. Moi, je suis drug addict, j'arrive plus à avoir des patients sans calprotectine fécale. Je comprends même pas comment mes collègues peuvent voir des patients sans calprotectine fécale. C'est génial. Alors, il y a le professeur David Larry, que vous connaissez de Bordeaux, qui vient de prendre la présidence du GTED, qui est en train de travailler avec les instances au niveau national. Plus en général, il sait très bien faire tous ces aspects politiques, etc. Et qui est en train d'avancer là-dessus. Il est à fond avec la travail exceptionnel pour avoir un remboursement. À l'étranger, ça fait rire les gens, hein. Moi, j'ai des patients qui font pas la calpro parce que ça vaut des fois 20-30 euros.
Mais bon, à Nancy, c'est pas les quartiers chics de Paris. Donc moi, j'ai des patients, ils me disent, moi, 20-30 euros, je peux pas. Donc il faut prendre en compte ça. C'est j'espère. Mais voilà, alors ça varie pour la petite histoire, ça varie entre 10 euros et 80 euros selon les labos. Donc je leur dis toujours d'aller toquer à la porte de 3-4 labos différentes pour trouver le moins cher, hein. C'est un peu du. Voilà. C'est exceptionnel, ça diminue de 50% les coloscopies. Donc pour ceux qui ont déjà eu des coloscopies, ouais, ils savent que c'est pas forcément le truc le plus fun au monde. Donc ça diminue de 50% les coloscopies, ça nous permet de suivre très rapproché. De toute façon, parce que même si on fait des coloscopies, on ne va pas les faire tous les 2 mois. Donc c'est génial. Si c'est négatif, c'est très très fiable. Si c'est positif, il faut prendre en compte le contexte, éventuellement la répéter, et éventuellement compléter par un examen avant de faire un changement thérapeutique pour être sûr que la maladie soit vraiment active. Mais c'est un geste, un geste, c'est un test vraiment extraordinaire. Alors, juste sur la calprotectine, on nous demande si c'est seulement, enfin, c'est si seulement on a encore le côlon. Mais finalement, quand on n'a plus le côlon, on peut utiliser encore la calprotectine. Oui, alors la calprotectine, elle marche pour toutes les localisations. Contrairement à ce qu'on a dit au début, ça marche pour le petit intestin, l'intestin grêle, ça marche pour le gros intestin, le côlon. Quand on a été opéré, ça dépend ce qui reste, parce que la particularité de la maladie Crohn dont on ne parle jamais, je ne sais pas pourquoi, c'est que dans 9 cas sur 10, la maladie ne change jamais de localisation. Elle est toujours au même endroit, normalement ad vitam aeternam. Par contre, ce qui fait, c'est qu'elle récidive souvent à l'endroit où on a fait la suture par le chirurgien. Et donc, par exemple, dans le suivi, c'est très très bon. Ça, on l'utilise à fond. Quand un patient a une opération pour une maladie chronique, quelle qu'elle soit, on va faire des calprotectines fécales et on sait si la maladie est revenue. Mais c'est. Ouais, ouais. Et même Alors, quand il nous reste le côlon, l'intestin grêle ou autre, c'est vraiment très fiable. ok. Alors, du coup, Laurent, là, je vois qu'il est 18h52. Et donc, on s'était dit 3/4 d'heure, donc on a commencé un petit peu en retard. Et donc, et puis maintenant, bah, il est peut-être l'heure d'aller dîner, ou en tout cas de retourner à ses petites affaires. Est-ce que finalement, pour le futur, je sais pas, est-ce que quel serait ton message là pour les personnes qui sont là? Ce serait quoi ton message avant de prendre ton avion sur le futur des Mickey? Je sais, c'est un truc, on n'avait pas prévu Non, cette mais question, mais ça serait quoi le message? mon message, c'est qu'il faut nous mettre à la retraite le plus rapidement possible et qu'on ferme l'IHU le plus rapidement possible en guérissant ces maladies-là. Moi, je crois qu'on est dans le perfect timing. On est dans un timing parfait. Tous les acteurs sont mobilisés. La recherche avance. Enfin, notre présidence et nos ministres et les industriels sont à bloc derrière nous. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc il y a une fenêtre de tir exceptionnelle pour arriver à vaincre ce fléau. En tout cas, à titre personnel, vraiment, j'y crois. Et je crois on est vraiment dans le timing. Ne loupons pas cette fenêtre de tir et continuons à nous mobiliser tous ensemble parce que je crois que voilà, je crois on va vraiment y arriver, quoi. Bon, en tout cas, cette motivation-là, bah, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. Merci beaucoup Laurent pour ce moment d'échange, vraiment. Merci. Merci à tous. Euh, je vous dis je vous dis bonsoir à tous. Je vous remercie beaucoup aussi d'avoir été là. Et puis, ben, comme on a enregistré, on vous enverra le lien pour que éventuellement vous puissiez revoir la vidéo. Merci vraiment, Laurent. Merci à vous tous d'avoir été là ce Bonjour à soir. tous. Merci À à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Merci Anne. Merci, Vive la Laurent. foi. Bonne Au nuit. revoir.